Donc il y a eu, pour ma part, je ne peux pas parler pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des dizaines de témoignages, effectivement, y compris celui de Greta et de d'autres, sur des violences qui ont été infligées, physiques et psychologiques, et également énormément d'insultes. Pour ma part, ça a été des gifles par 2 policiers au moment de me jeter dans le fourgon. J'utilise vraiment ce terme-là parce qu'on a littéralement été jetés. Je crois que l'idéal, un plan idéal, ça aurait été que des États négocient avec Israël pour pouvoir laisser la flottille acheminer l'aide humanitaire et nous laisser repartir tranquillement, soit le jour même ou très rapidement après avoir acheminé l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il n'a jamais été question, je veux dire simplement, il n'a jamais été question d'y rester voilà, ou de créer un quelconque désordre de par cette présence-là à Gaza. Cette guerre, elle passe aussi par les images. Vous n'avez pas peur que l'attention médiatique se porte plus sur les flottilles que sur les conditions de survie à Gaza? Ça, c'est un vrai sujet et on a eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs personnes qui étaient à bord de cette flottille, quelques personnalités notamment médiatisées dont je ne vais pas citer le nom ici, mais qui se posaient vraiment d'une manière très sincère cette question de quel est mon rôle, quelle est ma responsabilité en participant à cette flottille. Et comment je m'assure de mettre véritablement mon nom, ma médiatisation, ma tribune au service de la cause palestinienne, de ce qui se passe à Gaza. Je pense que c'est vraiment la responsabilité de chacun et de chacune. Malheureusement, le contexte fait que nous étions obligés aussi de passer par une communication très personnalisée et aussi très spontanée. Là, je fais référence aux attaques par drone, aux explosions qu'il y a eu, aux menaces qui pouvaient subvenir tout au long de la traversée. Et nous sommes obligés, en réalité, de se saisir de ce smartphone, de cet outil pour se filmer, documenter et témoigner. Donc c'est pour ça on a eu l'occasion, moi personnellement, de le dire et d'autres, de dire par exemple que ce qu'on a vécu en matière de détention récemment, sur la dernière flottille dans les prisons de Negev, ça n'est rien par rapport à ce que vivent les prisonniers palestiniens, les 11 000 prisonniers palestiniens. Justement, on a vu beaucoup les images des abordages par les forces israéliennes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'arrestation et la détention? Alors moi, juste un petit commentaire sur ça, ce que je trouve très problématique, c'est qu'on a quasiment normalisé ces images, alors qu'elles constituent de fait un kidnapping en droit international, une violation du droit international. Elles ont aussi mis en péril notre sécurité, je veux dire. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais dire. Et ensuite, sur la manière dont ça s'est passé. Alors ça dépend des bateaux. Les témoignages que nous avons eus, il y a certains bateaux sur lesquels les soldats ont été plutôt non violents. Donc, même si l'interception en elle-même reste toujours bien sûr une violence et encore une fois une violation surtout du droit international. Le capitaine Nikos, qui est le dernier bateau sur lequel j'étais, on a été avec des soldats qui n'ont pas été violents à notre égard. Ça a été tout autre chose à notre arrivée au port de Ashdod, où là nous avons subi des violences de la part des policiers, mais je crois que c'est aussi lié à la situation. Les policiers sont directement sous le commande, on va dire, de Ben Gvir aussi. Je veux dire, il y a eu des directives qui ont été données directement par le ministre Ben Gvir. Donc les policiers, pour certains, se sont aussi exécutés dans cet ordre-là, de vraiment nous traiter, je cite, comme des terroristes, etc. Il y a vraiment eu recours à ce qu'on pourrait appeler des mécanismes de torture psychologique aussi. Donc là, effectivement, alors, il y a l'attente. Les longues, interminables heures d'attente dans des fourgons qui sont vraiment, je veux dire, on a ça d'espace entre son genou et la porte, je veux dire, qui finit par claquer sur nous. On est 3 ou 4, on a très très peu d'air aussi, parce que c'est pas vraiment aéré. Et donc, il y a aussi vraiment une dimension d'angoisse. Je veux dire, pour certains, plus on réfléchit à l'espace dans lequel on est, on se sent davantage suffoqué et on n'a vraiment aucune intervention. On peut passer 1 heure à frapper sur la porte et à crier, on n'a aucune intervention. Donc, il y a eu, pour ma part, je ne peux pas parler pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des dizaines de témoignages, effectivement, y compris celui de Greta et de d'autres, sur des violences qui ont été infligées, physiques et psychologiques, et également énormément d'insultes.
Pour ma part, ça a été des gifles par 2 policiers au moment de me jeter dans le fourgon. J'utilise vraiment ce terme-là parce qu'on a littéralement été jetés. Et puis des insultes, bien sûr. Et ensuite, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir comment les mécanismes de l'apartheid israélien, qu'on connaît déjà, qui sont largement documentés sur les Palestiniens, se transposaient sur les populations d'origine arabo-musulmane et la distinction avec des occidentaux, même si encore une fois des occidentaux et des européens ont également subi des violences. Mais j'ai entendu par exemple des policiers dire qui parle arabe ici, et au moment où j'ai dit que je parlais l'arabe, on m'a déplacé de fourgon. Il y a un biais des autorités israéliennes sur les personnes qui sont d'origine arabe, qui sont plus perçues comme une menace, qui sont plus perçues comme terroristes, plus facilement rattachées en tout cas, ou identifiées en tout cas à ce que pourrait être un Palestinien. Et donc de fait, la violence, à mon sens, à l'endroit de ces personnes est plus forte, plus importante. C'est toutes ces petites choses cumulées qui font effectivement de l'État d'Israël un État, je crois, vraiment fondamentalement raciste et structurellement violent aussi sur la question palestinienne et ses soutiens. Vous êtes élue européenne, militante pour les droits des réfugiés et vous-même palestinienne. Comment ces différentes identités ont-elles influencé votre expérience lors de l'action de la flottille ? Et diriez-vous que votre position située vous a fait vivre une expérience différente de celle de vos camarades ? Ce qui a été déterminant dans mon parcours, ça a été vraiment la question de l'exil, du déracinement. Le lien que j'avais avec cette question palestinienne, pour moi, il a toujours été un lien un peu comme... Je trouvais un refuge dans les écrits de Mahmoud Darwish, de tous les Palestiniens déracinés en réalité. C'est là où j'embrassais ma palestinité. Et ce qui a été particulier pour moi, c'est que sur cette action de la flottille, l'idée d'avoir accès à ma terre était enfin quelque chose de tangible et de concret. Même si je faisais pas d'illusions, je savais que j'allais pas pouvoir circuler librement ou aller visiter le village de mes grands-parents. Quand on est sur place, c'est très frustrant et en même temps, il y avait une partie de moi qui... quand je suis partie de cette prison, j'ai vraiment eu autant de soulagement que de tristesse. J'ai vraiment eu, quand je suis rentrée en France, j'ai eu une tristesse d'être partie aussi, même si, alors que ça paraît fou, on pourrait se dire que partir de cette prison, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience et qui ne pourrait être que source de soulagement. Déjà, pour moi, il y a une appropriation avec cette flottille de la mer comme un espace de liberté et de mouvement. C'est vraiment fou qu'on parle de ça parce que j'y ai pensé, ça m'a traversé tout au long de la mission. Cette question de l'exil, du déracinement et de l'utilisation de cet autre espace que la terre, qu'est la mer, pour pouvoir circuler, pour pouvoir passer d'un pays à un autre. Et bien sûr, en pensant à tout ce qui se passe aussi dans cette mer Méditerranée, qui est devenue aussi un cimetière. Et ça, on en a été témoin directement pendant le Madeleine. On a dû intervenir pour secourir une embarcation. Et ensuite, ce qui a été différent, bien sûr, par rapport à mes camarades, c'est le fait que je sois aussi palestinienne et que c'était une expérience très intime pour moi, que je ne pouvais pas partager dans ce collectif-là. Donc il y avait quelque chose de moi à moi. Alors il y avait quand même d'autres Palestiniens avec qui on a pu avoir quelques échanges en aparté sur comment on vivait ça et qu'est-ce que ça voulait dire pour nous en tant que Palestiniens de participer à cette flottille. Et puis ensuite la question de mon statut en tant que députée européenne, qui était très intéressant parce que pour d'autres députés par exemple, c'était des éléments de protection pour un bateau parce que c'est un député qui peut avoir des contacts, qui peut faire pression de par son statut. Ce qui était très intéressant pour moi, c'est que j'étais à la fois source d'inquiétude pour un bateau, de par mes origines et de par l'appréhension qu'il pouvait y avoir de la réaction des Israéliens, et en même temps source potentielle de sécurité supplémentaire parce que je reste députée, etc. Les mobilisations en Espagne, il y a le Premier ministre qui a apporté justement son soutien aux manifestations, soutien à Gaza. Les députés, ils ont aussi voté un embargo sur l'exportation d'armes en Israël. Pensez-vous que de telles prises de position de la part de chefs de gouvernement européens peuvent avoir un réel impact ? Bien sûr, c'est d'ailleurs prévu dans le plaidoyer de nombreuses organisations. Amnesty International et d'autres demandent depuis
depuis l'ordonnance de la Cour internationale de justice, qui a acté qu'il y avait un risque de génocide si Israël ne mettait pas en place les mesures conservatoires qui étaient édictées, il était clair qu'il fallait absolument et en priorité, dans une dynamique justement de prévention du génocide, d'impulser un embargo sur les armes à destination d'Israël. Donc c'est vraiment pas nouveau, et même si l'Espagne est souvent présentée comme un pays avant-gardiste, progressiste sur la question, c'est le minimum en réalité, c'est ce que devraient faire tous les États. Maintenant, c'est bien qu'on ait un pays qui effectivement ait le courage d'y aller même seul, de ne pas attendre, contrairement à ce que parfois fait Macron, c'est de dire il faut le faire avec tous les autres partenaires européens. Non, il y a des moments où on a aussi besoin, sur des moments historiques, d'avoir quelques États ou un État qui donne un peu le ton et qui ouvre une voie. Donc l'Espagne le fait très bien, effectivement. Il faut quand même le rappeler que dans la Convention de prévention et de répression du génocide, l'article qui mentionne la question de la complicité mentionne 2 critères pour établir une complicité. Donc les 2 critères, c'est avoir conscience de l'intention génocidaire. Ça, je veux dire, c'est assez lisible aujourd'hui et on le sait que dans la bouche de nombreux dirigeants israéliens, l'intention de tuer le plus massivement possible des Palestiniens était clairement posée et dite. Et ensuite, c'est l'aide matérielle et logistique. Donc, un des leviers qui existe aujourd'hui pour effectivement s'assurer de ne pas aider matériellement un État qui commet des actes génocidaires, c'est de ne plus livrer d'armes. Et donc, de faire avancer cet agenda de l'embargo sur les armes à destination d'Israël. Aujourd'hui, il y a eu la validation de la phase 1 du cessez-le-feu proposé par Trump. Échange d'otages, aide humanitaire. Quelle est votre première réaction sur cela ? Que les bombes se taisent, c'est un soulagement, ça sera toujours un soulagement. Qu'on libère des civils, des otages aussi d'une colonisation, d'une occupation du côté palestinien, parce qu'on les présente toujours comme des prisonniers, comme si Israël était en parfaite légitimité de les détenir, mais Israël est une puissance coloniale et une puissance d'occupation. Mais c'est quand même compliqué de se réjouir quand on voit les constats qui sont faits sur la bande de Gaza. Tout est détruit à Gaza. Donc on peut se réjouir que les bombes s'arrêtent, mais je veux dire, la question c'est comment ces Palestiniens vont survivre au-delà de ce cessez-le-feu. Et comment la cause palestinienne va elle aussi pouvoir trouver une issue au-delà de ce cessez-le-feu. Donc moi je reste très 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 méfiante. Je reste très attentive aux prochaines échéances, étapes. Maintenant, il faut également reconnaître le génocide, condamner les États qui ont été complices, poursuivre les criminels israéliens qui ont commandité ces actes génocidaires, qui les ont justifiés, qui les ont permis. Il faut réparer pour le peuple palestinien qui vit dans la bande de Gaza. Il faut aussi avancer sur la fin de l'occupation, la fin de la colonisation en Cisjordanie. Donc il y a tant d'autres batailles en réalité à mener et il ne faut vraiment pas tomber dans le piège qui consisterait à se satisfaire là tous collectivement d'un plan, d'un cessez-le-feu, alors que c'est toujours une question de vie ou de mort pour le peuple palestinien, même si les bombes cessent. Et par ailleurs, j'ai pu voir avant de venir qu'Israël a poursuivi malgré tout quelques opérations après la promulgation du cessez-le-feu et qu'enfin, une des figures qui était attendue sur la libération des prisonniers palestiniens, c'était Marwan Barghouti et qui n'est pas prévu dans cette liste-là. C'est pas anodin parce que Marwan Barghouti était quand même soutenu par différentes composantes politiques de la société palestinienne, que ce soit le Hamas ou l'autorité, et qu'il pouvait vraiment, il est souvent défini comme comme le Mandela palestinien, et qu'il pouvait vraiment constituer une relève pour faire avancer cette perspective d'un État palestinien unitaire, enfin, qui pouvait parvenir à unir les différentes composantes de la société palestinienne. Donc voilà, il y a quand même énormément de réserves, tant sur le bilan de ces 2 années meurtrières et d'actes génocidaires dans la bande de Gaza, qu'en Cisjordanie, que sur la perspective même de l'avenir de la cause palestinienne. Je veux dire, moi, ça me rassure absolument pas de
de me dire que ce qu'il proposait sur la table, c'est une gouvernance internationale de la bande de Gaza avec Tony Blair, qui pour beaucoup était à juste titre aussi un criminel de guerre au regard de ce qu'il a fait en Irak. Donc on est toujours dans une colonialité, d'un rapport colonial de cette question palestinienne, et la bataille, elle porte, elle est toujours, elle doit encore porter sur cette réelle décolonisation de la Palestine, la décoloniser d'Israël, mais aussi la décoloniser de toutes les autres mainmises impérialistes intéressées, que ce soit du plan la Rivera de Trump à cette gouvernance internationale qui confisque au peuple palestinien un droit à l'autodétermination. Et ce qui est la grosse bataille en réalité qu'il faut mener aujourd'hui au Parlement européen, entre autres, c'est l'impunité d'Israël. C'est-à-dire s'assurer qu'Israël finisse par, comme tous les autres États voyous, payer pour les crimes qui sont commis. On arrive à un moment aussi d'épuisement, je crois, dans cette lutte. D'épuisement à la fois face aux images auxquelles on a été confronté pendant 11 ans. Et je crois qu'il n'y a vraiment rien d'anodin. Et je ne pense pas qu'on soit fait pour voir autant d'atrocités, d'images en scrollant comme ça le soir ou le matin sur son téléphone. Et je pense que ça laissera des traces. Je pense aussi que là, ce qui se passe avec ce cessez-le-feu, il va y avoir un contre-coup pour tout le monde. Peut-être un soulagement, mais une difficulté aussi à voir par où reprendre la mobilisation et comment le faire. Mais je veux vraiment en appeler à une constance. Et pour ceux qui sont un peu découragés, leur dire de resituer les décennies qu'il a fallu à l'Afrique du Sud pour se défaire de l'apartheid. Mais en réalité, c'est la mobilisation citoyenne qui a contraint finalement les États aussi, les dynamiques de boycott. Mais ça a pris des décennies. Donc il faut aussi l'avoir en tête pour la cause palestinienne.